Paul Jorion, en vous souhaitant le bonjour, chacun va progressivement avoir évidemment l'occasion de s'exprimer ici. Je reviens à cette autre phrase que je citais tout à l'heure de Victor Hugo. Le propre de la solidarité, c'est de ne point admettre d'exclusion. C'est l'utopie un peu fantasque 19e qui ne se réalisera pas, ça ? Non, parce que Aristote avait déjà dit la même chose. Non, ce qu'on a eu, c'est on a eu un XVIIe et un XVIIIe siècle qui étaient un petit peu en dehors de la norme. Qu'est-ce qu'on a eu au XVIIe siècle? On a eu Thomas Hobbes qui nous a dit que nous sommes assis un jour autour d'une table parce que nous vivions comme des sauvages et nous avons sacrifié un peu de notre liberté pour assurer une sécurité supplémentaire. Et le siècle suivant, nous avons Jean-Jacques Rousseau qui nous explique bien le contrat social, etc. Ce sont des fables, ce sont des mythes. 20 siècles auparavant, Aristote disait l'homme zoon politikon. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui vit dans la société, qui vit dans la ville, qui vit dans la société humaine. Nous sommes comme les abeilles, comme les fourmis, nous sommes des animaux qui vivent en société. Et il n'y a rien de nouveau, de découverte, si justement simplement cette bizarrerie de notre science politique qui nous a dit qu'il y a eu un grand changement quelque part, etc. 3 siècles avant Aristote, il y a en Chine, il y a Confucius. Confucius, il ne vit pas dans un pays comme la Grèce où il y a 50 km entre chaque ville et où il y a 100 000 habitants dans les villes. Il vit dans un pays où il y a déjà une ville qui a 1 million d'habitants. Il sait qu'il faut organiser cette solidarité spontanée des citoyens pour que ça fasse un tout qui fonctionne. Et la Chine, la réflexion politique, elle est aidée par le fait qu'on est déjà très nombreux et qu'il y a des problèmes à résoudre, et aussi ce fait extraordinaire qu'il y a des ouragans dans les océans. On ne peut pas organiser un véritable commerce maritime, il faut tout faire autour du régime fluvial, et on a cette nourriture de base qui est le riz, qui demande une irrigation partout. Donc on n'aura jamais des guerriers à la tête des villes, on aura toujours, depuis 200 avant Jésus-Christ, on a des fonctionnaires à la tête des villes qui organisent ça, parce qu'il faut que l'eau arrive absolument partout. Donc il n'y a pas que notre pensée politique à nous qui tombe du ciel tout à coup au XVIIe ou XVIIIe siècle en disant est-ce qu'on s'est peut-être un jour réunis pour faire les choses ensemble. Non, ça va de soi. Aristote parle de la philia. La philia, c'est la bonne volonté que nous mettons tous dans la vie quotidienne pour faire marcher les choses. L'invention encore plus récente, c'est de nous mettre la compétition, la rivalité, qui est un phénomène marginal dans nos sociétés humaines. C'est pas autour de ça qu'on s'est organisé. Maintenant, à partir des années 70, on nous dit c'est autour de ça qu'il faut s'organiser, de la rivalité entre tous, la compétitivité, etc. Que le plus fort gagne, malheureux vaincu, et ainsi de suite. C'est une bizarrerie. Si nous avons la chance d'avoir un peu d'histoire devant nous, tout ça apparaîtra comme des bizarreries. Nous sommes un animal qui vit en société, c'est la solidarité qui nous a amenés là où nous sommes, pas la compétition, pas la rivalité. Si, c'est bien, il y avait déjà des Jeux olympiques, mais c'était des choses qu'on faisait une partie de l'année, et le reste, on travaillait tous ensemble aux tâches qu'il fallait faire. Qu'est-ce que, Paul Jorion, je poserai la même question dans un instant aussi à Arnaud Zacharie et à Christine et Adriana, qu'est-ce que vous attendez, vous espérez, du réseau des associations laïques à ce propos-là? Mais la question a été bien posée hier, je dirais, par M. Pénin-Ruiz, à propos de cette crise dont il a parlé, de cette épreuve qu'il a traversée autour de cette question de l'islamophobie. Nous sommes une espèce qui, maintenant, est face au danger qui est lié à ce qu'on appelle la capacité de charge de son environnement. Chaque espèce a une capacité de charge de son environnement, c'est-à-dire est-ce que l'environnement peut la supporter dans son comportement actuel? Nous sommes en train de transgresser ça de manière majeure. Un symbole de ça, c'est ce qu'on nous dit sur le fait que le 1er août, on a déjà épuisé toutes les ressources renouvelables de la Terre. On ne peut pas continuer à l'infini de faire ça. On voit les limites qui sont liées à l'augmentation
augmentation de la température qui ne sera pas simplement une augmentation comme ça d'un dixième de degré tous les 10 ans, mais qui va conduire à des changements massifs du comportement des océans, du comportement des vents, etc. Nous allons au-devant de catastrophes telles que seules les mesures prises à l'échelle de l'espèce tout entière, de la planète tout entière, pourront faire une différence. La tentation inverse, c'est celle du souverainisme, de retomber sur des particularités locales, la tentation du survivalisme, de se dire nous, on est plus intelligents que les autres et on sortira plus facilement, on va se replier sur nous-mêmes, qu'il s'agisse de familles qui organisent ça, de petits groupes, de biorégions, comme on dit maintenant. Les seuls qui sont bien organisés déjà depuis très longtemps et qui le sont en particulier maintenant, on me donnait un exemple hier dans la conversation, vers qui se tournent maintenant les intellectuels latino-américains pour avoir une réflexion sur une guidance de ce qu'il faudrait faire. Ce n'est plus l'Europe, c'est la Chine. Et si nous ne faisons rien, si nous restons dans notre passivité, à couper les cheveux en quatre, à se demander si c'est bien les êtres humains qui sont responsables de ce qu'on voit, etc., il viendra un jour où nous devrons faire comme les intellectuels latino-américains, nous tourner simplement vers ceux qui sont en train véritablement de prendre le taureau par les cornes, vers la Chine. Or, nous le savons, c'est une société d'hypersurveillance, c'est une société où il y a des millions de personnes qui sont dans des camps de rééducation, c'est ce que ça veut dire. Si nous voulons échapper à cela, pour que l'extinction ne devienne pas une réalité, il faut que tout de suite nous prenions notre sort entre nos mains. Paul Jorion, en vous laissant l'occasion de prendre rapidement des notes au vol, votre réflexion évidemment à ce propos, et j'y rajouterai, même si ça peut avoir l'air un peu hors propos, quoique, que peut-il subsister de l'idéal de citoyenneté, de solidarité citoyenne vigilante, etc., à l'heure où l'on nous annonce l'arrivée massive de l'intelligence artificielle, pour ne pas dire qu'elle est déjà opérationnelle? C'est une question à laquelle je ne m'attendais pas, mais je vais la raccrocher à ce que je voulais quand même vous dire. L'accent a été mis sur ce que peut faire la laïcité, je voudrais quand même attirer l'attention sur deux débats. Ils sont sous-jacents à ce que nous avons dit ici aujourd'hui et hier. Le premier, c'est de réfléchir véritablement à qu'est-ce que c'est que cette machine à concentrer la richesse à laquelle nous n'avons encore jamais trouvé de solution. Les solutions, quand elles nous sont venues, ce n'est pas par une fiscalité progressive qui n'a jamais été qu'un emplâtre sur une jambe de bois, ça a été par les guerres qui ont réduit la richesse des plus riches et qui leur a permis de repartir un petit peu, et les grandes crises économiques. Malheureusement, ce qu'on a vu dans la dernière crise économique, c'est qu'entre-temps, les riches avaient inventé un outil qui leur permettait de s'assurer et qui faisait que c'était la communauté qui allait régler l'ardoise. Et comme vous le savez, la différence entre 1929 et 2009, c'est qu'en 1929, les riches ont perdu beaucoup d'argent dans la crise. En 2009, la concentration de la richesse, à partir de 2009, s'est accélérée. Pourquoi ? Parce qu'on a inventé le crédit default swap qui a mis toute l'ardoise aux États qui se sont endettés encore davantage. C'est une chose à laquelle il faut réfléchir. Est-ce que ça veut dire qu'il faut remettre en question le capitalisme en tant que tel ? On n'a pas prononcé le mot, il faut le poser. Est-ce que c'est le capitalisme ? Est-ce que c'est la propriété privée ? Est-ce que c'est juste la propriété privée des moyens de production, comme disait le camarade Karl Marx ? C'est une question sur laquelle il faut absolument plancher. L'autre question, et là elle a été évoquée hier, mais on nous a montré les difficultés que ça pose en France d'une certaine manière, en Belgique d'une autre. Il faut instaurer un dialogue avec l'islam. Il faut qu'on puisse travailler ensemble. C'est compliqué, c'est très compliqué, parce que d'une certaine manière, grâce à nous, la question religieuse s'est réduite dans les pays comme les nôtres. Mais il faut rappeler que ce sont des combats. La pensée des hommes, tout ce qui s'est fait au XIXe siècle par nos grands ancêtres, l'Université libre de Bruxelles, Élysée Reclus, compagnie, tous ces gens qui ont mis à bas un pouvoir que le cléricalisme avait mis en place, c'est-à-dire un système parasitaire sur un message qui est un message de générosité tout à fait dévoyé par la suite. Le dialogue avec l'islam est difficile parce que le Coran est à la fois
une vérité révélée qui affirme être la dernière et donc qui clôture tout par la synthèse. Il n'y aura pas de prophète après Mahomet, dit-il. Et en même temps, c'est un manifeste du nationalisme arabe. Nationalisme arabe que d'une certaine manière nos pays, quand ils tolèrent des régimes d'extrême droite en Israël, rendent encore beaucoup plus compliqué. Il faut que nous travaillions sur tous les aspects de la question. On peut dire oui, la guerre, la Saint-Barthélemy, c'est un truc dans notre passé et c'était 3500 morts comme ça a été rappelé hier et c'est horrible. Mais c'est une chose que nous n'en tirons plus les leçons. Nous ne savons plus ce que c'est ce qui déchire encore l'islam en ce moment, la querelle entre les sunnites et les chiites, c'est un problème présent pour eux. Et quand nous, involontairement, par nos alliances économiques, par le fait que nous achetons plutôt du pétrole à l'Arabie saoudite plutôt qu'à l'Iran, que nous prenons involontairement parti pour les sunnites contre les chiites, il faut que nous tirions les conséquences de ça. Je viens à votre question, qui est maintenant la question sur l'intelligence artificielle et le travail qui va disparaître. Vous le savez peut-être, dans ce combat pour le revenu universel de base, je fais partie des gens qui étaient liés au mouvement mouvement antilutériste des sciences sociales au moment où il s'est créé à la fin des années, milieu des années 80. Donc on était vraiment au fer de lance de cette question du revenu universel de base. Depuis, j'ai travaillé 18 ans dans la finance. Je sais que la finance est un système de prédation, de parasitisme, qui parviendrait à détourner, si pas la quasi-totalité des sommes qui seraient données aux gens. En tout cas, il y aurait aussitôt des cellules qui se créeraient dans les banques. Comment est-ce qu'on va prendre une partie de cette somme ? Je suis du coup partisan d'autre chose, d'une alternative que les Britanniques appellent maintenant le service universel de base et ce que nous appelons nous la gratuité. Ils l'appellent pas gratuity parce que gratuity ça veut dire pourboire en anglais, donc c'est pas le bon mot. Étendre la gratuité, c'est le discours de Robespierre sur les subsistances en disant qu'est-ce qu'il faut protéger avant tout. Ce n'est pas allusion au débat à l'époque, ce n'est pas la propriété privée, c'est la vie de chacun, c'est la possibilité pour demain de chacun d'être en vie. Il faut partager, dit Robespierre, il faut partager l'économie entre deux parties, celle du superflu et celle du nécessaire. Pour le nécessaire, il faut assurer la gratuité. Il faut que chacun ait la possibilité d'être en vie demain et que la nuit ne se passe pas à essayer de résoudre ce problème d'être en vie demain. Qu'on laisse aux commerçants, dit-il, la liberté de vendre les choses qui sont de l'ordre du superflu. Pour tout ce qui est nécessaire, il faut que ce soit assuré. Dans la mobilisation qu'on va avoir, du fait que nous dépassons la capacité de charge de notre espèce, qu'on ne va pas pouvoir continuer à essayer d'alimenter les caisses de l'État en imposant des sommes qui ne seront plus gagnées par les personnes. Nous avons voulu, au niveau de l'espèce, nous avons voulu nous débarrasser du travail. C'était une corvée. Il y avait des choses avilissantes, des choses dangereuses, il y avait des choses non épuisantes. On n'a pas voulu le faire. Et notre inventivité nous a permis de nous débarrasser du travail. Le problème maintenant, c'est simplement que celui qui est remplacé par la machine, bien sûr, il ne reçoit aucune compensation pour ça. Ça va alimenter les gains du capital de celui qui est le propriétaire de la machine. C'est pour ça que j'ai proposé il y a quelques années, en 2012, la taxe sismondi, la taxe sur la machine. Tout de suite, il y a des gens qui ont dit « Oh, on ne va pas imposer les marteaux, etc. » Un marteau ne remplace pas un poste de travail dans une usine ou dans une firme, mais un robot, oui. L'intelligence artificielle, oui. Et là, vous allez voir que on nous dit oui, les robots remplacer les ouvriers, etc., etc. Le jour où ça va commencer à remplacer véritablement les grands avocats, les grands médecins, etc. À ce moment-là, on va réagir. Tout à coup, on va se dire voilà. Et c'est en train de se faire. La machine est surpuissante. La machine peut faire beaucoup mieux. Le médecin regarde 9 paramètres. Il fait des corrélations entre 4 de ces paramètres pour voir si quelqu'un a un cancer. La machine prend les 19 paramètres. Elle fait toutes les corrélations. Elle trouve la solution. Elle va beaucoup plus vite. Elle va sauver des vies humaines très rapidement. Ça va coûter beaucoup moins cher à la communauté, bien entendu. Et on va le faire.
on va résister parce qu'on n'a pas de solution à la disparition du travail, parce qu'on n'a pas cette idée de gain de la machine partagée par la communauté tout entière. Donc on va freiner, donc on va dire ça se fait pas aussi vite qu'on avait dit, etc. Mais ça va se faire. Il y a trop de gains à faire. Les gens qui étaient des équipes de 7 comptables dans des grosses entreprises, maintenant c'est un poste et demi et des choses de cet ordre-là. Ça va venir. Il faut qu'on prenne les mesures qu'il faut. Il faut une taxe de ce type-là sur la richesse des machines. Il n'y a pas de raison que ça aille à ceux qui ont déjà tout l'argent. Vous connaissez les chiffres de Oxfam, bien sûr. 8 personnes aussi riches que 3,7 milliards de personnes à la surface de la Terre. 3,7 milliards, je vous rappelle. Hein, c'est 3,7 multiplié par 1000 une fois, puis multiplié par 1000 encore une fois, et multiplié encore par 1000. Ce sont des très gros chiffres. Il faut qu'on résolve ce problème. On ne va pas un extraterrestre qui viendrait et qui nous dirait comment marche votre système et qu'on donnerait ce chiffre, mais il repartirait tout de suite dans sa fusée en disant ça ne peut pas marcher ce truc. Pourquoi est-ce que nous ne sommes pas conscients qu'un système comme ça ne peut pas marcher et qu'en tout cas il n'assurera pas notre survie dans le long terme? Je voudrais...